Salam alaikum. Bonjour, chers collègues, Monsieur le Président, Messieurs les responsables du Forum de Chlef, merci pour cette invitation. Là, on va discuter d'une problématique de santé publique qui est l'hypertension artérielle. Le titre peut-être est un petit peu non éloquent. Le pourquoi de la chose, vous allez le savoir dans le suivi des slides. Je commencerai par cette citation du professeur Osler, rendu Osler, qui dit que la médecine est une science fondée sur l'incertitude et un art de la probabilité. On va voir pourquoi. Ce qu'on doit savoir sur l'hypertension. En 2024-2023, on a repensé un petit peu les recommandations. On ne cesse de faire des recommandations depuis 2018, comme vous le savez, surtout les médecins qui s'occupent de l'hypertensiologie. Et donc vous voyez que des fois, cette repense, c'est pour ça que j'ai des repenses d'hypertension, n'est pas aussi habile dans le contexte prise en charge pratique. Il n'y a pas grand-chose. Ils sont dans la facilitation et dans la nouveauté thérapeutique. Les guidelines de 23 n'ont pas trop changé par rapport à l'ESC 2024. On va voir. J'ai fait un petit comparatif pour que vous sachiez que maintenant, c'est le côté facilitation. On n'agresse plus les médecins dans les recommandations, on leur facilite la chose, et donc, vous allez voir. Les originalités, le CH, c'est 199 pages, 1743 références, le SC, c'est pratiquement 100 pages. Donc, pour résumer tout ça, ce n'était pas évident, donc, des efforts. Un peu d'épidémio que vous connaissez, l'hypertension, premier facteur de risque cardiovasculaire, modifiable ou pas, on peut en parler après. 40% de l'hypertension sont traités, donc 40% ne sont pas dans la cible, c'est pas évident, on a tout l'arsenal thérapeutique et on n'arrive pas à avoir le target. C'est la grande question. C'est pourquoi j'ai mis disruptif. Vous allez comprendre pourquoi. Le pourquoi de la chose, c'est l'adhésion thérapeutique, l'intolérance aux médicaments, le non-accès aux soins, le gradient socio-économique et bien sûr la diabétité. Comme vous le savez, l'hypertension artérielle fait partie des facteurs de risque cardiovasculaire et notamment la pression systolique. C'est l'hypertension artérielle systolique qui pousse vers cette réflexion et vers cette nouvelle façon de faire. Ce qui n'est pas nouveau, je l'ai toujours dit, c'est le constat d'échec. L'Algérie n'échappe pas aux résultats escomptés quant à la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et en Algérie, l'hypertension est imparfaitement prise en charge. Un petit peu de prévalence, c'est 36% de la population en 2029. Les objectifs sont 16%, donc on rejoint pratiquement les résultats autour des pays méditerranéens et même dans le monde. Les guidelines 2023-2024 vont vers cette approche de screening. Maintenant, on n'a plus le droit de traiter un hypertendu, sauf urgence hypertensif, sans faire le screening et le profilage du patient. Et donc, c'est de prendre en considération les atteintes d'organes liés à l'hypertension. C'est l'évaluation du risque cardiovasculaire. En plus, cette atteinte des organes, elle est directement corrélée au screening, c'est-à-dire aux patients avec le profil de risque. Les nouveautés. J'ai essayé de résumer les nouveautés par rapport à 2023. Vous allez voir que le traitement de la pression artérielle s'attelle à aller vers le traitement du risque. Ça, c'est la première option. Et dans ce risque, l'OMS a défini des régions à haut risque, moyen risque et grand risque. Et dans ces régions, l'Algérie fait partie des zones à haut risque cardiovasculaire et hypertensif. Et dans ces zones, on a les zones de risque croissant, le genre, l'âge, le statut tabagique, le non-HDLC et la pression artérielle systolique.
Le score, vous le connaissez tous. Maintenant, le score, c'est le score 2 qu'on utilise pour le risque cardiovasculaire. Chez les sujets âgés, c'est le score OP, Overpopulation. Dans ce score, on a toujours intégré ces critères de diagnostic qui sont la zone de risque toujours, le genre féminin ou mâle, oui, l'âge, le statut tabagique, le non-HDL, la pression artérielle systolique toujours, l'ancienneté du diabète, ils ont mis maintenant l'ancienneté du diabète, l'hémoglobine glyquée et le DFG, le débit de filtration glomérulaire. Donc ils ont mis en plus ces items. La stratégie à développer en 2023-2024, c'est améliorer bien sûr le dépistage. Une maladie chronique telle que l'hypertension, le diabète, c'est le dépistage. Lutter contre l'inertie thérapeutique chez les médecins, on peut en parler, et lutter contre les déficits d'observance thérapeutique. C'est très important. Actuellement, c'est les deux items, ils n'arrivent pas à les régler. Donc c'est la problématique numéro 1 dans la prise en charge des maladies chroniques. Bien sûr, l'adhésion thérapeutique en question, bien sûr, trop gros pour être vrai. Et bien sûr, les combinaisons thérapeutiques, c'est les combinaisons fixes, un atout dans le traitement de l'hypertension et qui font qu'il y ait cette observance thérapeutique. L'observance thérapeutique dans l'hypertension est un atout et c'est l'objectif de notre face-to-face vis-à-vis du malade. Le dépistage, vous le connaissez très très bien, recommandation 1C, donc c'est le screening. Et maintenant, ils ont mis en recommandation 1C le screening, le profilage de dépistage chez l'hypertendu à partir de 40 ans, avec ou sans facteur de risque. La simplification de la classification maintenant aussi, et donc ils ont défini maintenant l'hypertension sur 3 axes. L'hypertension artérielle non élevée, inférieure à 12,7. La pression, maintenant, ils parlent de pression artérielle élevée, c'est entre 12 et inférieur à 140-90. Et le diagnostic, c'est toujours supérieur à 140-90. La cible thérapeutique, c'est le 120-70. Pourquoi j'ai mis cette plaque? Pour que vous sachiez que, regardez la plaque de 2023 par rapport à 2018 et la simplification en 2024. Regardez le stade 1, l'optimal, le stade 1, le stade 2, le stade 3, l'isolé, on n'en parle plus. Bien que certains médecins peuvent me dire, Dr MCR, c'est toujours valable. Mais on pourra en discuter. Le management de l'hypertension, avant de prendre la mesure de la pression artérielle, est très importante. Elle obéit à des critères et à des conditions bien strictes. On ne demande pas à son infirmière, à un malade qui rentre, qui fait 10 km en marchant, et on demande à ce que la prise tensionnelle soit faite. Donc faites très attention dans la prise en charge au cabinet ou bien à l'hôpital. Ce n'est pas évident. Et donc, les recommandations pour la prise en charge dans le cabinet, la mesure de la pression artérielle est recommandée pour le dépistage de l'hypertension au cabinet. Et bien sûr, la mesure de la pression artérielle en dehors du cabinet, on s'aide soit de l'AMT, l'automesure tensionnelle, ou bien de la MAPA, c'est le reflet fidèle de la variabilité et de la charge tensionnelle. C'est les recommandations 1C. Les recommandations concernant la prise de la pression artérielle sont strictes. Et regardez, c'est pas facile de prendre une pression artérielle et dire à un malade que vous êtes hypertendu, regardez les critères de validité d'une prise tensionnelle. Vous voyez, c'est très strict. Hein. Les recommandations 2021 sont toujours d'actualité dans la CFHTA et vous voyez que le malade doit obéir à des critères qui sont devant vous. Les appareils doivent être utilisés, et c'est surtout les appareils électroniques. Et ils ont aboli en 2024 les cuffless, c'est-à-dire les tensionnels sans fil. Donc c'est, vous le voyez en rouge, j'ai pas c'est en rouge. Donc ne pas prendre la tension avec les appareils électroniques qui sont sur le marché. Et maintenant, il y a un site où vous pouvez le consulter, c'est ce qu'on appelle le Street BP, il vous donne les appareils validés par le SH, par les grandes sociétés savantes. L'automesure et voire le holter tensionnel, la MAPA des 24 heures, est recommandée pour améliorer surtout la prédiction du risque cardiovasculaire et bien sûr
c'est une façon de reproduire un petit peu la tension au cours des 24 heures. L'accent est mis sur la variabilité. La variabilité tensionnelle, comme vous le savez, est péjorative et elle peut entraîner des complications cardiovasculaires. Donc elle est d'origine multifactorielle, caractère péjoratif, le risque augmente avec la variabilité tensionnelle, et maintenant, comme dans le diabète, ce qu'on appelle le time in range, dans le diabète, maintenant, il y a le time thérapeutique dans la BP. Combien de temps le patient est dans la cible? C'est le même principe. Et bien sûr, la notion de charge tensionnelle que vous connaissez. Les nouveaux facteurs, en plus des facteurs que vous connaissez depuis 2018 et tout, on a introduit maintenant la grossesse, la dépression, la pollution de l'air et le bruit. En matière de paraclinique biologique, en plus de ce que vous connaissez, ils ont introduit maintenant le RAC, vous le connaissez depuis 2023, c'est le rapport albumique-créatinine sur échantillonnage matinal, urine fraîche, un SPO. Et deuxièmement, ils ont introduit maintenant le dosage de l'aldostérone et de la rénine, et qui est à la recherche d'hyperaldostéronisme primaire. Recommandation 2B. Ce qu'il faut savoir dans l'hypertension artérielle, surtout quand elle est résistante, qu'on voit qu'elle ne répond pas facilement à la thérapeutique, donc essayez de chercher ce qu'on appelle l'hypertension artérielle secondaire. Les symptômes, c'est les facteurs de risque cardiovasculaire que vous connaissez. L'interrogatoire est très important, surtout maintenant avec la consommation de drogue et tout. Faites très attention, surtout chez les sujets jeunes. Il vient avec des chiffres tensionnels élevés. La première question, c'est est-ce que vous prenez des stupéfiants, de la drogue ou autre chose? C'est très important. Et bien sûr, la corticothérapie, les vasoconstricteurs, vous connaissez, et la chimiothérapie, on en parlera après. La réglisse, on peut en parler. La grossesse au cours la grossesse et des fois l'utilisation de contraceptifs oraux. Les antécédents de maladies rénales, urinaires ou autres, HTA rénovasculaires, et bien sûr, comme on l'a dit, la recherche d'hyperaldostéronisme primaire. Les caractéristiques qui peuvent évoquer une HTA secondaire, ça c'est l'apparition d'une HTA grade 2 ou 3 de façon brutale, une HTA résistante qui ne répond pas à la trithérapie à pleine dose, une HTA avec un point d'appel, une kaliémie qui est basse, donc faites très attention, et bien sûr, quand il y a une disproportion entre l'atteinte des organes cibles et les chiffres tensionnels. Des fois, il y a des malades qui viennent chez vous. Pardon. Il y a déjà un malade qui vient chez vous avec un fond de stade 2 et des chiffres tensionnels normaux. Faut-il traiter ou pas? C'est ça ce qu'on appelle la disproportion des organes cibles. Et bien sûr, devant une urgence hypertensive, surtout si c'est un sujet jeune. Donc, devant des cas pareils, il vaut mieux adresser à un spécialiste ou à un centre d'excellence d'hypertensiologie. Les cibles et les seuils. Les seuils d'initiation quand est-ce commencer le traitement? Quand on fait le diagnostic d'hypertension, il faut essayer le plus souvent de mesurer la pression avec une ANT ou bien un holter tensionnel. On commence pour les gens de moins de 60 ans, de moins de 80 ans à 140 à traiter. Quand c'est plus de 80, c'est le 160-90. C'est le seuil d'initiation. Les fourchettes, on parle maintenant de fourchettes, on ne parle pas de résultats, de fourchettes tensionnelles. Il est recommandé maintenant d'avoir des 12-7 et chez le sujet âgé, supérieur à 80 ans ou plus, faire toujours attention à l'hypotension orthostatique et, deuxièmement, la mesure du statut mental. C'est très important. Hypotension orthostatique, statut mental. Parce que généralement, les sujets âgés sont pléthoriques, donc ils prennent beaucoup de traitements, donc faites attention aux associations. La stratégie thérapeutique, elle est facile. Un peu de pharmacologie. Pourquoi débuter? Comment décider des traitements pharmacologiques? Pour démonstration sur la prévention, l'efficacité antihypertensive, la crainte d'effets secondaires, la qualité de la persistance qui est garante de l'observance et l'existence de combinaisons fixes. Bon, dès que l'hypertension artérielle est diagnostiquée,
les mesures hygiéno-diététiques et maintenant on recommande les substituts de sel et de potassium. L'activité sportive, que vous vouliez ou pas, elle est d'un apport très très important. Et vous voyez l'étude de Sosner de 2023, elle est parlante. Regardez les chiffres, c'est important en matière de systole et en matière de diastole. Les sports d'endurance surtout. La stratégie thérapeutique, bithérapie fixe, pas d'inertie thérapeutique de la part du médecin et attention à l'observance. Toutes les classes thérapeutiques peuvent être utilisées. Les bêta-bloqueurs ont repris leur place. À mon avis, ils n'ont jamais été écartés. Tout le monde utilise les bêta-bloqueurs. Donc je ne vois pas pourquoi ils disent reprise des bêta-bloqueurs. C'est une point d'interrogation. Et donc, pour la monothérapie, vous la connaissez très très bien, c'est le sujet âgé ou bien vraiment un patient qui est jeune et qui n'a pas de facteurs de risque associés. 2024 a été, il y a 3 essais, je ne vais pas trop les détailler, on n'a pas le temps, mais il faut que vous les connaissiez. Des essais sur la chronothérapie. Maintenant, on ne dit plus aux patients, prenez votre traitement à 9h du matin, à 10h. Laissez-le prendre ces médicaments à l'horaire qui lui convient. C'est une assurance de l'observance. C'est comme ça que vous assurez l'observance. Il décide de le prendre à 10h, laissez-le le prendre à 10h. La chronothérapie n'existe plus en 2024. Et ça a été étayé par les 3 études. BEDMED, vous pouvez vérifier. BEDMED-FAIL, chez le sujet âgé, et une méta-analyse. Donc tout ça, c'est l'observance thérapeutique. Un autre essai qui a été très percutant dans les combinaisons fixes. Et les combinaisons fixes, c'est ce qu'on appelle les bénéfices des thérapies combinées. C'est la trithérapie à faible dose. Maintenant, on va cette tendance à aller à la trithérapie envers l'hypertension artérielle, à faible dose. Et donc, là, c'est l'étude GMR2 et Quadro. Donc, tout ça, c'est pour l'observance thérapeutique, ou tel comme Guida. Inertie, observance thérapeutique. Les cibles sont claires et nettes, c'est le 12-7, warning, ne pas descendre à 12-7, sauf pour certaines situations. Le traitement de l'HTA envers des cas particuliers, je vais faire vite, l'HTA résistance, peut-être dont on va en parler après, ou là nous donner un petit message. Ça, c'est la dénervation rénale, l'implication du néphrologue, elle est très importante. Et donc, si l'HTA résistance, on peut proposer, si le DFG est inférieur à 30 mm, on recommande le double blocage diurétique et de l'ANS et thiazidique. Recommandation 2B. Ça, c'est un petit peu de la spécialité. Hein. Surtout, ça concerne nos amis néphrologues. La dénervation peut être discutée en cas de résistance. C'est une option à l'observance générale. La dénervation, c'est un truc technique. Il n'y a pas beaucoup d'apports. C'est 5 à 8 mm de Ag, si je ne me trompe pas. Et ce n'est pas évident. Donc, il faut vraiment décider de cela face-to-face avec une équipe multidisciplinaire. Ce n'est pas le spécialiste qui a décidé ça. C'est l'équipe multidisciplinaire. Et bien sûr, le traitement combinaison fixe est approprié. Et il est recommandé chez la femme enceinte de traiter la pression artérielle dès 140-90, indépendamment du profil de la patiente. Et bien sûr, on a introduit, dans certains cas, les nouvelles molécules qui sont l'affinéronone et les inhibiteurs SGLT2 chez des patients qui présentent une atteinte rénale chronique, dans le cadre de cardio et néphroprotecteurs. Le cancer, il faut faire très attention, l'hypertension artérielle chez les malades cancéreux, il faut ne pas traiter les anti-angiogéniques avec des chiffres qui ne sont pas stables. Prudence avec les diurétiques, surtout thiazidiques, quand il y a des atteintes d'organes cibles. 5 minutes? Je peux avoir 5 minutes? 2 minutes? D'accord, merci. Donc, faire attention aux diurétiques thiazidiques et éviter les inhibiteurs bradycardisants type verapamil et diazème pour les interactions médicamenteuses. L'adhésion thérapeutique, ça doit être informé et collaborer avec les autres professionnels de santé.
Ça, c'est pour information. Maintenant, c'est les nouvelles thérapeutiques, c'est les inhibiteurs de l'endothélium, récepteurs endothéline, les inhibiteurs de l'éprélisine et les inhibiteurs de l'aldostérone synthétase. La dénervation, elle est indiquée classe 2B, je passe. En conclusion, mesurer correctement l'hypertension artérielle, fixer les objectifs en général et informer le patient, choisir une bithérapie d'emblée et une bithérapie fixe, évaluer l'efficacité, la tolérance, l'observance. 40% ne sont pas observants. Agir rapidement, vite et contrôler sur 3 mois. Ne pas hésiter à faire une escalade thérapeutique, ça c'est l'inertie thérapeutique. Éduquer et impliquer le patient et son entourage. Nous sommes tous des patients en puissance. La deuxième, je termine avec ce slide. L'optimisme voit l'invisible, sent l'intangible et réussit l'impossible. Winston Churchill. Voilà l'impossible. Pourrait-on le vaincre? Je vous remercie. Merci pour le respect du timing.